Et alors, bonjour tout le monde et merci d'être venu. Ça me fait plaisir, comme d'habitude, de pouvoir vous présenter, d'être ici avec vous, pouvoir présenter quelques-uns de nos résultats. On nous demande parfois pourquoi est-il nécessaire d'étudier la pauvreté et la santé des enfants, puisqu'on sait qu'il y a un lien. Alors, pourquoi continuer à étudier ce thème-là? C'est vrai qu'on sait qu'il y a un lien, mais il reste encore des questions à éclaircir. On sait entre autres que l'exposition à la pauvreté avant 5 ans est associée pas seulement à la santé des enfants, mais aussi à un plus grand risque de mortalité précoce des adultes et aussi à la majorité des maladies chroniques des adultes, quelles qu'elles soient, les maladies cardiovasculaires, diabète, Alzheimer, on pourrait ajouter Parkinson, etc. Et on ne sait pas à quel moment, et on sait que ces associations-là sont présentes, quel que soit le niveau statut socio-économique atteint à l'âge adulte. Donc, le fait d'avoir été pauvre uniquement durant la petite enfance est associé à ces complications à l'âge adulte. Alors, il reste donc des questions qu'on se pose. On ne comprend pas quels sont les processus qui peuvent expliquer un impact à si long terme d'une exposition à la pauvreté uniquement durant la petite enfance. Puis on ne sait pas à quel moment, à partir de quel âge ce processus-là se met en place. Donc, les objectifs de nos analyses étaient d'examiner l'impact sur la santé des enfants de 10 ans de différentes expositions à la pauvreté, selon le moment, soit avant 5 ans, et selon la durée, est-ce que c'était chronique ou transitoire, depuis la naissance. Et on a étudié plusieurs problèmes de santé, mais principalement le fait d'avoir du surpoids, d'obésité, les risques de maladies cardiovasculaires, les conditions chroniques de santé et la santé perçue de l'enfant. Juste quelques éléments pour situer la méthodologie de l'ELDEC. Alors, les familles ont été sélectionnées au hasard dans le fichier maître des naissances du Québec, et selon un plan de sondage stratifié à 3 degrés, ce qui a fourni une cohorte représentative des naissances du Québec, des naissances simples du Québec en 97-98, et au départ, il y avait 2120 participants. Les entrevues ont eu lieu tous les ans à domicile auprès de la personne qui connaît le mieux l'enfant, mais la plupart du temps, c'était la mère dans plus de 92-95% des cas. Les taux de participation étaient vraiment très élevés jusqu'à 5 ans, donc à 4 ans et demi, on avait 92% encore de participation, ce qui est vraiment extraordinaire. Mais par la suite, les taux ont diminué pour atteindre 63% en 10 ans, ce qui est encore très respectable si on compare avec d'autres études longitudinales. À 10 ans, c'est-à-dire en 2008, il y a eu l'ajout d'un volet santé. Et pour ce volet-là, il y a eu visite à domicile de ces enfants à travers le Québec auprès de 976 familles et des questionnaires remplis par l'enfant et par la mère. Mesure de la taille et du poids selon une méthode standardisée, prise de tension artérielle, prise de sang et prélèvement de salive également. Les participants de l'étude qui ont été perdus n'ont pas été perdus de façon aléatoire. En fait, on a remarqué, on a observé que les enfants qui ne participaient plus venaient plus souvent de familles qui avaient un faible revenu, un faible niveau d'éducation, plus souvent monoparentales, plus souvent immigrantes. Et bien sûr, c'est une attrition différentielle comme ça qui a entraîné des biais très importants, surtout pour nos analyses qui portent sur la pauvreté, puisque toutes ces caractéristiques-là sont associées à la pauvreté. Alors, les spécialistes aujourd'hui recommandent de faire des imputations multiples de données pour prendre en compte les pertes au suivi. Pour le présenter de façon succincte et peut-être un peu simplifiée, par cette méthode, on remplace les valeurs manquantes par des valeurs prédites basées sur une série de régressions qui utilisent l'ensemble des variables pertinentes à l'analyse. La pauvreté qu'on a étudiée, c'est une pauvreté qu'on peut dire relative, basée sur le revenu. Bien sûr, on nous dit parfois que bon, le revenu, ce n'est pas le seul élément qui caractérise les familles pauvres, c'est vrai. Mais tout de même, un faible revenu est à la base de beaucoup de difficultés et limite les possibilités de choix pour le logement, pour le quartier de résidence, la nutrition, les vêtements, la garderie, l'école, etc. Et ça peut entraîner de l'exclusion sociale. Les mesures de pauvreté qu'on a utilisées sont des mesures standardisées, d'abord sous le seuil de faible revenu de Statistique Canada, qui est ajusté selon la taille du ménage et le lieu de résidence.
On a aussi, dans certaines analyses, utilisé la mesure de faible revenu, qui est définie comme un revenu 50% moindre que le revenu médian des ménages québécois, également ajusté pour la taille et la composition des familles. C'est une mesure qui est largement utilisée par des organismes internationaux comme l'OCDE et l'UNICEF, et donc en utilisant cette mesure-là, on peut se comparer avec des données internationales. On a aussi regardé, dans certains cas, les familles sous bien-être social, en sachant que l'allocation du bien-être social est plusieurs fois en deçà du seuil de faible revenu. On va d'abord regarder l'évolution de l'exposition à la pauvreté, c'est-à-dire la prévalence de la pauvreté à chaque année, en regardant le nombre d'enfants sous chaque mesure de pauvreté par rapport à l'ensemble des participants à ce moment-là. Et ça donne ces courbes-ci. En vert, en bas, vous voyez les familles, les enfants des familles qui vivaient sous bien-être social. En jaune, les enfants des familles qui avaient un faible revenu selon le seuil de faible revenu Statistique Canada. Et en rouge, selon la mesure de faible revenu. En voyant ça, ce qu'on constate, c'est qu'à 5 mois, il y avait un enfant sur 4, environ 25% des enfants qui sont nés dans une famille qui était pauvre, selon à la fois soit la mesure de seuil de faible revenu ou la mesure de faible revenu. Cette proportion-là, très élevée, a baissé tout doucement pour atteindre un premier creux vers les 3 ans et demi, 4 ans, remonte, redescend et finalement, à 10 ans, il y a encore 15 à 18% des enfants qui vivent dans une famille pauvre. Si on regarde la courbe de bien-être social, on voit que la courbe a diminué beaucoup plus rapidement. Et elle partait au départ à 11,5% des enfants qui vivaient dans ces familles-là, et à 10 ans, 2,7%. Et ce que ça nous dit, c'est que ça nous dit que les familles pauvres sont en majorité des familles qui travaillent. Ce ne sont pas toutes des familles sur bien-être social. La grande majorité de ces familles sont des familles dont les parents travaillent. Souvent, les deux parents travaillent. Pour établir les trajectoires de pauvreté, on a utilisé la modélisation par classe latente de croissance pour identifier des sous-groupes qui ont des patterns similaires, des patterns qui se ressemblent de trajectoires de pauvreté durant ces années-là. J'ai déjà présenté ça, je ne sais pas s'il y a des gens ici qui étaient déjà présents, je l'ai présenté il y a à peu près 1 an et demi, mais quand je l'ai présenté, c'était avec les données uniquement des participants. Ici, ce sont les données avec imputation multiple, donc ça prend en compte les 2120 enfants qui étaient présents au départ. La forme des courbes est très semblable, mais nos résultats sont plus précis. En bleu, en bas, vous voyez les familles qui n'ont jamais été pauvres, les enfants des familles qui n'ont jamais été pauvres. Au cours de la période de la naissance à 10 ans, il y en a 68%. Ce qui veut dire que 32% des enfants de l'ELDEC ont vécu au moins un épisode de pauvreté avant l'âge de 10 ans. En haut, en mauve, c'est les enfants des familles qui ont été pauvres de façon chronique. Et en rouge, on voit les enfants des familles qui sont sortis graduellement de la pauvreté et qui donc ont une probabilité décroissante d'être pauvres. Et pour cette courbe-là, on constate que les enfants étaient exposés à la pauvreté principalement avant l'âge de 5 ans. En vert, c'est la courbe des enfants, des familles qui sont entrés dans la pauvreté. Au départ, ils n'étaient pas pauvres et graduellement, au fil des années, il y a eu ces familles qui sont devenues pauvres. Et on voit que ces enfants ont été exposés à la pauvreté principalement après l'âge de 4 ans. Est-ce que c'est clair pour ça? Les enfants, ce sont les enfants de familles immigrantes qui ont la plus forte probabilité d'avoir été exposés à au moins un épisode de pauvreté avant l'âge de 10 ans. Par ailleurs, il y a 46,7% des enfants des familles monoparentales qui ont vécu, qui ont grandi dans des conditions de pauvreté chronique jusqu'à l'âge de 10 ans. Presque un enfant sur 2. Dans certaines analyses, on a utilisé un index de cumul d'adversité. Cet index-là a été formé en tenant compte de l'accumulation durant les 10 premières années de vie et aussi de l'accumulation quant aux différents types d'adversité. Alors, on a utilisé des données qui étaient présentes dans l'ELDEC, entre autres, pas entre autres, mais incluant l'abus physique par un des parents, avoir été témoin de violences conjugales, un score élevé de symptômes de dépression maternelle,
un faible niveau de fonctionnement familial, un quartier qui est non sécuritaire, un quartier qui présente une faible cohésion sociale. J'ai déjà présenté, alors j'ai décidé de ne pas reprendre et de laisser la place à mes collègues. J'ai déjà présenté sur les liens entre la trajectoire de pauvreté, ce cumul d'adversité et les conditions chroniques de santé. En résumé, on a constaté que le cumul d'adversité est associé aux problèmes de santé mentale, aux problèmes chroniques de santé mentale, et que la trajectoire de pauvreté des enfants qui ont été exposés surtout avant 5 ans, donc de pauvreté précoce, était associée avec un plus grand risque de conditions chroniques physiques, en particulier de l'asthme. Ici, donc, je vais vous présenter que le cumul d'adversité est assez clairement associé avec le fait d'être pauvre. On voit que ceux qui ont, qui ont été exposés à 4 adversités ou plus, dans une plus grande proportion, se retrouvent dans le groupe des enfants qui ont connu une pauvreté chronique ou un risque soit croissant ou décroissant de pauvreté. Alors, c'est tout pour moi. Je vais céder la parole à une de nos 2 postdocs, 2 stagiaires postdocs, Lisa, et ensuite il y aura notre assistante de recherche, Béatrice, et ensuite notre autre stagiaire postdoc, Caroline.